Banda kongura doti la batuka bawe Mana bangonda babon somuji ambimba Mana baonde. Bonjour, shalom et au thème aussi à nos compatriotes et aussi à nos amis qui nous suivent. Donc, nous sommes de retour parmi vous, parce que ça fait pratiquement 1 an que nous n'avons plus présenté d'émission. Alors, il y a la série avec Thomas Vanda qui va reprendre aussi, parce que là, nous faisons notre retour, évidemment, à l'occasion de cette rentrée 2025-2026. Donc, le retour, nous le faisons avec, on va dire, un patriarche. Un patriarche qui n'est pas des moindres, en tout cas à mes yeux, parce que je considère qu'effectivement, c'en est un. Nous recevons dans cette émission Paul Toto. Il aura l'occasion de se présenter pour que vous puissiez mieux le connaître. Mais pourquoi nous avons décidé de le recevoir? Parce que après l'avoir écouté, après l'avoir pratiqué, je me suis aperçu que il y avait en ce monsieur, en cet homme, en ce patriarche, de quoi nourrir notre génération, de quoi nourrir la génération qui vient après nous, dans les domaines de la renaissance africaine, dans les domaines de la connaissance africaine, dans les domaines, dirais-je, de la connaissance du monde, tout simplement. Hein? Et je pense que l'échange que nous allons avoir devant vous, c'est un échange qui va permettre aux uns et aux autres de pouvoir peut-être mieux se situer sur certains sujets. Alors, on ne va pas prétendre, évidemment, aborder tous les sujets dans les fonds ou dans leur intégralité. Mais nous allons essayer d'aborder quelques sujets du moment. Par exemple, la Renaissance africaine, le panafricanisme aussi. Ce n'est pas un homme politique, mais les hommes politiques se nourrissent des idées de ceux qui réfléchissent. Et Patoto, c'est un homme qui réfléchit. Donc, il peut aussi, effectivement, servir de source d'inspiration à ceux qui font la politique. Donc, on va aborder le panafricanisme, on va aborder de manière peut-être pas intégrale, comme je l'ai dit tantôt, l'identité africaine. C'est quoi ou c'est qui un Africain aujourd'hui? Parce que l'Afrique, elle est diverse et variée. Hein, mais comment peut-on parler de panafricanisme si on n'a pas réglé le problème de l'identité? Je pense que l'identité doit être à la base de tout développement, en tout cas intellectuel, philosophique et que sais-je encore. Donc nous allons aborder ce sujet-là du panafricanisme en rapport avec l'identité africaine. Une identité que d'ailleurs, et vous allez comprendre pourquoi je l'invite dans cette émission, dans le cadre de cette chaîne qui s'appelle Isolele Sambationi, réunification. La réunification, c'est très important. Pourquoi, justement, aujourd'hui, l'identité africaine est-elle considérée comme étant aussi une identité israélite? Parce qu'il y a plein d'Africains aujourd'hui qui se reconnaissent être les descendants des tribus d'Israël. Alors, bien entendu, Patoto n'est pas un spécialiste d'Israël, mais vous allez l'écouter, peut-être si on situe le mot Israël autrement, on va finir par s'apercevoir que il en est peut-être un aussi.
Mais dans tous les cas, nous n'aborderons pas tous ces sujets aujourd'hui intégralement, mais nous commençons quand même les discussions avec lui. Peut-être que nous les poursuivrons avec d'autres sachants, avec d'autres intellectuels, avec d'autres patriarches, d'autres anciens. Mais aujourd'hui, nous recevons Paul Toto qui est avec nous et qui va donc essayer de nous donner sa vision sur un certain nombre de sujets, comme je l'ai dit tantôt, l'identité africaine, le panafricanisme, Israël, parce qu'il y a Israël hier, il y a Israël aujourd'hui. Et je ne manquerai pas évidemment de parler aussi de l'avenir de l'Afrique, hein, parce que Pantoto, comme son âge ne l'indique pas, c'est un homme du futur. C'est quelqu'un qui pense pour le futur de l'Afrique. Et nous allons avoir l'occasion justement de pouvoir, en tout cas, manger à cette source qu'il représente lui, Pantoto. Alors, sans plus tarder, je vais donc lui laisser la parole pour qu'il se présente. Je pense que la meilleure présentation ne peut être faite que par lui-même. Donc, Pantoto, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Merci. Comme vous dites, Pantoto, ça c'est déjà le point de départ. Si je n'étais plus devant vous, vous allez dire Kaka. Je crois que vous comprenez bien cette racine, les anciens, ceux qui étaient à l'origine. Mais puisque je suis encore présent, je suis le patriarche Nto, qui signifie la terre, fils de la terre. Et alors, ici, c'est quand même important de rappeler que Toto, tous les Congos, ils comprennent hein, ce que ça veut dire, c'est la terre. C'est la terre. Mais il est important de rappeler que tu es plutôt du pays qu'on appelle le Cameroun. Eh bien, tu vas bien sûr nous parler aussi de cette relation entre le Cameroun et le Congo. Mais c'est important de le rappeler. Toto, dans ta langue, tu vas nous dire quelle est cette langue-là, ça veut aussi dire la terre. La terre. Bien, vous avez touché là une corde sensible, parce que les colonies qui ont été créées en 1884 à Berlin, pour moi, ce ne sont pas des pays. Ce sont des États qu'on nous a imposés. Un pays, c'est le territoire d'une nation. Est-ce que ces différents États coloniaux sont des nations? Moi, j'ai dit non. Il y a une nation à construire, c'est la nation africaine. Et c'est ça qui doit nous conduire au terme panafricanisme. Donc, la nation africaine est à construire. Et depuis les années 84, ici, sur la terre de Paris, avec d'autres Africains, il m'est arrivé de créer un centre d'études et de recherche des valeurs africaines, le CERVA, depuis 1984, juillet 1984, et qui fait son petit bonhomme de chemin, qui s'étend un peu partout en Afrique, dans les carrés coloniaux, en attendant qu'un jour, la réunification ou l'unité de cette Afrique tant voulue par Kwame Nkrumah, notre frère aîné, par tous les grands qui ont créé le panafricanisme pour que nous arrivions à cette unité, parce que sans l'unité, l'Afrique ne redeviendra pas ce qu'elle était. C'est une condition sine qua non. L'Afrique doit s'unir, comme le disait Kwame Nkrumah. C'est une obligation. Et le chemin pour y arriver a commencé il y a longtemps par les anciens, les Web du Bois, les Kwame Nkrumah, tous ceux qui étaient à Londres à l'époque. Ils ont lancé les idées du panafricanisme qui est combattu parce qu'ils ne veulent pas le réveil de l'Afrique. Mais moi je pense que avec les recherches que nous faisons dans le Centre d'études et de recherche des valeurs africaines, c'est aussi un vecteur qui va conduire cette Afrique dans cette unité. Parce qu'un pays digne de ce nom repose principalement sur 5 piliers. Le pilier de la reliance, c'est-à-dire sa liaison avec Dieu. Comment ce pays
entre-t-il en contact avec le divin? Si le pays n'a pas ce pilier-là, c'est qu'il est aliéné, il est esclave. Et l'Afrique dans son ensemble aujourd'hui est esclave. Parce qu'on ne sait pas quel est le Dieu auquel nous rentrons en contact. Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est Jéhovah? Est-ce que c'est qui, tous les noms? Il y a tellement de noms. L'Africain ne sait pas quel est son Dieu aujourd'hui. Pantoto, nous allons y revenir justement. Vous touchez à la spiritualité, c'est un sujet très très important. Mais on était en train de parler de la présentation. Oui. Voilà, c'est quand même important. Ceux qui t'écoutent, là évidemment nous avons le Serva et tout. Oui. Mais tu as plus de 83 ans, non? J'ai 85 ans. 85 ans, voilà. Pratiquement fini, oui. Voilà, donc 85 ans. Dans un mois. Ça veut dire que vous avez nécessairement une grande expérience de la vie et aussi de l'histoire de l'Afrique. Donc, Pantoto, reprenons depuis le début. Je suis dans le patriarche Ntor, qui signifie la terre, fille de la terre, Ambakoko, parce que je suis un Mukoko du Mungu, dans le département de Mungu, environ à 35 km de la ville de Douala, dont le patriarche a été même le fondateur de la ville de Douala, qu'on appelait Peke, mon ancêtre qui est parti d'abord de l'ancienne Égypte par migration. Et petit à petit, on a atterri au Nigeria. Et du Nigeria, avec la conquête de l'islam, qui pourchassait tous les Africains et les obligeait à devenir musulmans, un de mes ancêtres qu'on appelait Mbok, qui a donné un coup a donné Nanga. Il a demandé à Nanga, fuis avec les enfants, il ne faut pas se soumettre au dictat de l'islam. Ça, ce sont mes origines. Et dans leur fuite, ils sont arrivés en Gaoundéré. Ils ont marché, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas de bicyclette, il n'y avait rien. Ils ont marché petit à petit jusqu'en Gaoundéré. De Gaoundéré, ils sont arrivés dans la forêt de Nyongekele, où se trouve une grotte qui est restée mystique jusqu'aujourd'hui, qu'on appelle Ambakoko Gorlepondo. C'est-à-dire une grotte qui a un trou, ou qui a des trous, et que nos frères Bassa appellent Gorletouba, que tout le monde connaît. Ils se sont enfermés dedans, et les troupes de l'islam sont arrivés, ils ont trouvé qu'il y avait des toits d'araignées partout dans cet espace. Parce que cette grotte-là, c'est un météore, un grand météore, qui est tombé dans cet espace de plus de 4 km de diamètre. Quand vous arrivez là, vous êtes émerveillés. C'est un espace extraordinaire. Donc, ils ont trouvé ce vaste espace et il y avait des toits d'araignées partout. Ils ont dit non, des êtres humains ne peuvent pas vivre ici et puis il y a des toits d'araignées. Et ils ont fait demi-tour, ils sont partis. Et mes ancêtres de l'époque, c'était au 9e siècle pour être précis. Ils ont commencé à sortir petit à petit et ils se sont installés dans les villages environnants qu'on trouve encore à Gorletouba jusqu'aujourd'hui. Et petit à petit, ils ont commencé à marcher. Ils sont arrivés à Piti et de Piti, ils sont arrivés sur les rives du Vouri et se sont installés pendant longtemps, avant l'arrivée de nos frères qui venaient du Congo, les Ngala. Le peuple Ngala qui est parti de l'embouchure du Congo et sont arrivés sur les rives du Vouri. Nous les avons accueillis. Et ils ont trouvé que nous étions nombreux comme le sable. On nous appelait Bakoko. Voilà. Bakoko qui signifie en Congo les ancêtres. Les ancêtres, exactement. Voilà. Et c'est ainsi que nous nous sommes mélangés. Et un de leurs ancêtres principaux, qui s'appelait Ewale, a épousé une fille Bakoko. Donc tellement on les a accueillis, nous nous sommes mélangés. Vous êtes devenus un seul peuple. Nous sommes devenus sensiblement un seul peuple. Puisque la langue Douala qui est parlée aujourd'hui, c'est un lingala mélangé au Bakoko et au Bassa, parce que le Bassa aussi était
nos frères dans la grotte. Et cela a donné finalement une langue que nous appelons Douala aujourd'hui, qui s'est répandue sur tout le département du littoral. Et quand les chrétiens sont arrivés, ils ont même pris ça comme langue principale, avec laquelle on pouvait traduire la Bible et prêcher l'évangile un peu partout. Donc, beaucoup d'autres peuples se sont mis à parler Douala à cause de l'Église. Donc, c'est une langue qui est devenue très très riche et très populaire. Voilà donc comment nous nous sommes installés sur les rives du Vouri depuis le 9e siècle. Voilà, et je suis donc descendant de cette souche-là. Et ce n'est pas pour rien si aujourd'hui je prends le problème de l'Afrique à bras le corps jusqu'en Ngor-le-Touba. Je suis reconnu en Ngor-le-Touba comme patriarche. Et de près de 19 villages dans lesquels, quand j'arrive, on considère que le patriarche est là, il faut lui céder la place. Voilà donc une présentation sommaire, mais dans le Centre d'études et de recherche des valeurs africaines, je travaille avec beaucoup d'autres Africains. Un de mes fils spirituels qui était là-dedans, Djumbi Fakouli, qui vient de mourir. Les Omotunde sont passés par cette école-là qui leur a ouvert les yeux sur l'Afrique. Ils sont partis en ordre dispersé, chacun prêchait à sa manière. Et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mais je conserve la source. D'accord, donc Omotunde est passé aussi par votre centre. Et il le dit. Et ça, c'est en quelle année ça? Vers les années 87-88. D'accord. Et ce centre, donc il était basé ici à Paris? Ici à Paris, il a été fondé en 84, ici à Paris. Et il nous a rejoints. On faisait beaucoup de conférences à Côte-Travaux, à Vaugirard, le centre protestant de Vaugirard, même si on n'était pas des protestants, mais on avait besoin de l'espace pour s'exprimer. Dans le 20e, un peu partout. Donc, beaucoup d'Africains ont adhéré. Cela va même vous étonner qu'à l'origine de ça, il y a par exemple les afrocentricités et les kamites, qui sont parmi les gens qui ont qui sont passés par là. Qui sont passés par là, voilà, et qui ont fabriqué les chapelles aujourd'hui et évoluent tout seuls, sans que nous soyons ensemble. Mais nous avons le même discours. D'accord. Et donc principalement au sein de ce centre de recherche des valeurs africaines, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Est-ce qu'il y a des travaux qu'on peut consulter? Nous avons publié une seule revue, La Parole africaine, qui est sortie depuis 1993 chez l'Harmattan. Et nous avons sorti la deuxième parole, mais qui n'a pas été éditée correctement parce que nous avons eu les devoirs avec les éditeurs. Avec les éditeurs qui nous prenaient de l'argent, mais nous avons beaucoup de documents qui ne cherchent qu'à être publiés. Parce que nous avons une représentation à Kinshasa, nous avons une représentation à Yaoundé, à Douala, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et nous avons des représentants au Ghana, et il y en a ici à Paris. Donc en clair, ce centre existe encore de nos jours? Il existe, oui. Il y a une adresse, on peut écrire à cette agence, à ce centre. Oui, disons que l'adresse, c'est un peu difficile, mais vous pouvez écrire à la boîte postale 15093 à Douala. Le courrier va arriver. Il n'y a pas une adresse email, par exemple? L'adresse mail, vous pouvez utiliser mon adresse mail ou même de plusieurs responsables, ça, c'est pas un problème. D'accord. Voilà. Il y a le professeur Sawa Massonsa qui nous représente à Kinshasa. Il est ici à Paris pour le moment. Il y a le professeur Malamakani Koumbi Salé qui est ici à Paris également. Il y en a, ils sont éparpillés un peu partout. Il y a des professeurs d'université. C'est un centre qui est éparpillé. C'est éparpillé, il y en a même qui sont en Amérique. D'accord, voilà. D'accord.
Alors, revenons à ce que tu as expliqué, notamment les origines des peuples. C'est un sujet qui m'intéresse. Parce qu'il y a une polémique qui a été soulevée par Monsieur Pougala, que vous connaissez certainement, puisqu'il est aussi camerounais de nationalité. Et donc, il dit, d'ailleurs son texte, il intitule « Je ne viens pas d'Égypte ». Alors, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il ne vient pas d'Égypte, mais en t'écoutant, je vois plutôt qu'il y a des Camerounais qui sont capables d'expliquer qu'ils viennent d'Égypte. Est-ce que ce cheminement, cette migration dont tu parles là, est-ce qu'elle est documentée, de bouche à oreille, que cette information t'est parvenue de la migration depuis l'Égypte? Les documents existent. Le professeur Kotoye Sommet, que j'ai beaucoup connu, qui nous a quittés en 1991, ici à Paris, il était professeur à Jussieu, qui était avec nous à la fondation, à la création du CERVA, Centre d'études et de recherche des valeurs africaines, a publié dans Sciences et Vie 7 numéros de Sciences et Vie ont un travail où il montre avec précision les migrations africaines depuis l'Égypte en descendant dans l'Afrique subsaharienne. Voilà, ça s'intitule L'Afrique ou l'identité perdue. Si vous cherchez Sciences et Vie, vous allez retrouver ces 7 articles très très importants de cette migration. Et toute population africaine qui se veut digne de ce nom aujourd'hui est capable de remonter sa source jusqu'à l'ancienne Égypte. Et nous pouvons même aller plus loin que cela. Parce que parmi la population africaine, ou les anciens, ils se réclament des Atlantes. Je l'ai retrouvé pendant que tu étais en train de parler. Oui. On va revenir sur les Atlantes là, c'est très important. C'est un texte, donc publication de IEG, apparemment c'est le centre de M. Pougala. Oui. Il dit non, les Bantous ne viennent pas d'Égypte. Voilà, c'est comme ça qu'il intitule. Leçon de pensée critique de Jean-Paul Pougala sur l'absence de lien génétique entre les Noirs d'Afrique et les Égyptiens antiques, destinés aux enfants des écoles primaires d'Afrique. Alors, il écrit en substance, un Noir qui prétend avoir des ancêtres égyptiens antiques de la Méditerranée est un frustré, un complexé et ignorant qui a honte de ses ancêtres bantous de la forêt équatoriale. Pourquoi les universités du monde entier méprisent et trouvent ridicules les intellectuels africains qui prétendent qu'ils ont des ancêtres dans l'Égypte antique? Donc par exemple, toi, pour Pougala, tu es plutôt ridicule, quoi. Il dit parce que les Africains qui font ce genre d'affirmation n'ont pas de niveau, pour être appelés professeurs, malgré qu'ils soient des professeurs à la Sorbonne ou dans n'importe quelle université prestigieuse dans le monde. La raison tient au fait qu'ils ne savent pas certains détails connus par tous les étudiants, même les plus médiocres, en première année d'université. Donc les professeurs de la Sorbonne sont certainement plus idiots que les étudiants de première année d'université que lui, il apprend certainement. C'est la différence entre héritage culturel et filiation biologique. Donc, peut-être qu'il est en train de parler de l'héritage culturel, mais que vous pouvez vous revendiquer d'un héritage culturel égyptien, mais pas d'une filiation biologique avec l'Égypte. Apparemment, c'est ce qu'il veut dire. Et il va plus loin en disant, ni Cheikh Anta Diop, ni Dika Akwa, qui a pourtant travaillé au laboratoire d'anthropologie juridique de la Sorbonne, il a soutenu une thèse d'État intitulée Niambéisme, pensée au mode d'organisation des négros africains, ne savait la différence entre héritage culturel et filiation biologique. Et ensuite, il se met à développer un certain nombre de choses. Voilà. Alors, c'est pas vraiment pour nourrir cette polémique, mais c'est juste, je rebondis sur la présentation que tu viens de faire, que tes ancêtres viennent d'Égypte. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de lire là?
de ces écrits de Jean-Paul Kougala. Merci. Le monde est perturbé aujourd'hui par des déclarations que les uns et les autres font en désordre, sans savoir qui ils sont eux-mêmes. Si lui, il savait qui il était exactement, il ne dirait pas ça. Mais j'ai le sentiment qu'il ne sait pas qui il est. Il se cherche. Et dans cette recherche, il perturbe tout le monde. Puisque, au moins, ce n'est pas seulement Cheikh Anta Diop qui a démontré que toutes les langues africaines dérivent de l'égyptien ancien. Voilà déjà un premier élément qui est scientifique. Cela a été démontré par plusieurs. Hamburger, c'est un Européen qui a démontré avant que toutes les langues africaines subsahariennes que nous parlons viennent de l'Égypte, de l'ancien égyptien ancien. Quelle filiation veut-il encore? Ça, c'est bien. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'il dit. Lui, il reconnaît la filiation culturelle, mais pas la filiation biologique. Bon. La langue, ça peut être. D'abord, la langue peut être considérée comme étant un héritage culturel. D'accord. Maintenant, qui il appelle égyptien? Pour lui, l'Égyptien, c'est qui? On nous a dit autrefois que les Égyptiens étaient des extraterrestres qui sont venus du ciel, qui sont descendus sur la terre. Mais je pense que les recherches qu'on fait aujourd'hui, de plus en plus, démontrent cette identité africaine qui a été dans cette Égypte, qui a travaillé. Les terres de Cheikh Anta Diop ont de plus en plus de la valeur en nos jours. Qu'est-ce que les gens veulent encore qu'on ait les démontrer? Bon. Donc, c'est des personnes qui se cherchent. Moi, je considère que ce monsieur se cherche, il ne sait pas qui il est. Premièrement. Parce que le mot Égypte, d'abord, il faut le décortiquer. Ça vient des Grecs, Aegyptos. Est-ce que c'était le nom de l'Afrique? C'était le nom de cet espace géographique? Non. Beaucoup de noms que nous portons en Afrique aujourd'hui ont été fabriqués de toutes pièces par déformation phonétique des Européens. Donc le mot Égypte ne ressemble absolument à rien à une appellation d'origine qui était Atkapta. Atkapta, par prononciation, ça a donné Aegyptos chez les Grecs. En écoutant le mot Atkapta, il y a le nom de Dieu dedans. Atkapta, c'est le nom de Dieu, le Dieu Ta. Nous, en Afrique, nous avons une triade primordiale qu'on a fait effacer et qu'on ne cherche même plus à savoir si elle existe. Il y a Amon, il y a Ra et il y a Ta. Et dans tous les grands noms du passé que nous avons, on trouvera toujours le nom de l'un de ces dieux dedans. Tout à l'heure, je vous disais, dans Israël, il y a Ra. À partir du moment où il y a Ra dans Israël, ça veut dire que c'est égyptien. Qu'on le veuille ou pas, parce que la divinité qui a été la plus adorée en Égypte, c'est Amon-Ra. Inséparable. Et Ta était sa composante de la manifestation. Et c'est cette manifestation qui a donné à tous les peuples d'Afrique les différents noms de Dieu que nous prononçons dans nos langues. C'est partout où Ta s'est manifesté que nous avons les noms Zambampungu, Maweja, Mangila, Ama. Tout ça, Olodumare, Olorun, tous les noms que nous trouvons, Niamey, partout, c'est chaque fois que Ta s'est manifesté quelque part que ce nom est apparu. Le nom de Jéhovah est arrivé comment? On nous a dit d'après la Bible, je ne veux pas rentrer dedans, mais c'est parce que Moïse voyait une forêt qui brûlait sans brûler et qu'il a vu que c'était une manifestation. Donc, c'est Ta qui lui a révélé le nom de Jéhovah. C'est Ta qui lui a révélé le nom de Jéhovah. Enfin, on dit Yod et Vampé. Hein? Voilà. Bon, mais qui vient de quoi? Qui vient de la transformation des hiéroglyphes. Hein? Depuis l'époque attonienne. Depuis l'époque attonienne. Ce sont les Attoniens qui ont été chassés
de l'Égypte pour aller à Canaan pour pratiquer le dieu Aton. C'est eux qui ont fabriqué les hiéroglyphes, qui ont pris les hiéroglyphes pour fabriquer les lettres qui sont devenues kabbalistiques. Parce que Canaan était une banlieue de l'Égypte. Et on a remis le culte d'Amon en place, après Akhenaton. Et c'est ce culte d'Amon qui est resté donc en Égypte et qui est descendu par migration vers le 3e siècle, avec l'Exode, lorsque les Romains ont déchiqueté pratiquement tout. Ils ont tout pris en Égypte. Nous sommes partis de la vallée du Nil par migration successive. Personne ne peut nier cela. Et c'est là où les Atoniens vont créer le judaïsme. Ça vient d'Aton, Akhenaton, Amenophis IV. Donc, c'est leur migration dans Canaan qui a donné la naissance des lettres hébraïques par des formations des hiéroglyphes et qui va donner la religion de Moïse qui a donné un fils qu'on a appelé le christianisme à la fin du premier millénaire, et ainsi de suite. Et les Africains qui sont partis vers le cœur subsahárien, le cœur de l'Afrique, ont continué à pratiquer le culte d'Amon. Et ce culte d'Amon a été détruit, enterré, oublié, et on a fini même par le diaboliser. C'est ce qui fait que ce qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité africaine, on dit elle est diabolisée, elle est diabolique. Mais la séparation s'est faite là. Ceux qui sont descendus dans l'Afrique subsaharienne ont gardé le culte d'Amon. Ceux qui sont partis vers Canaan ont amené le culte d'Aton, les deux cultes qui avaient avec eux. Et c'est de là que va naître le judaïsme et l'islam. Donc, les Africains sont à la source de toutes les religions. Que ce monsieur ici se cherche, qu'il continue de se chercher, j'ai pitié de lui. Mais, en tout cas, je n'adhère pas à cette thèse. Je n'adhère pas du tout à cette thèse. Bon. D'accord. Bon. Donc, parce que les recherches archéologiques le prouvent. La filiation linguistique le prouve. Que veut-il encore de plus? Et nous sommes les Osiriens. Nous sommes les Osiriens. Donc, Osiris avait un frère. Osiris avait un frère aîné, enfin un frère cadet, qui s'appelait Seth. Bon. Seth a toujours été le symbole de l'opposition avec Osiris dès l'origine. Et c'est cette opposition qui gouverne le monde aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Parce que les Sétiens ont mené une guerre contre Osiris et ses partisans depuis l'ancien Atlantide. Et c'est là-bas qu'on leur a dit, je vous enverrai à la terre promise par Ta, c'est-à-dire la composante d'Amon, Ra et Ta, celle qui se révèle, qui leur a dit, la terre va bouger, il va y avoir un grand tsunami. Préparez-vous. Et Osiris est né pour venir préparer ce tsunami-là, pour que toute la population ne disparaisse pas. Et c'est ainsi qu'il a fabriqué beaucoup de mandis, c'est-à-dire des pirogues avec des papyrus. Et toute la population devait voyager dans ces pirogues-là. Et les gens devaient aller dans l'inconnu, mais sachant que le rendez-vous... Ça rappelle un peu l'histoire de Noé. Tout ça, c'est des histoires de copier-coller pour essayer de meubler les tonnes de livres qu'on écrit pour raconter n'importe quoi. Pour nous, l'histoire de Noé n'a aucun sens. Il y a eu un tsunami il y a 12 000 ans minimum aujourd'hui. Parce que la Terre a une révolution de 25 920 ans, où le pôle sud devient le pôle nord et le pôle nord devient le pôle sud. Cet événement s'est produit à la mort d'Osiris par Seth, lorsque Seth l'a découpé en 14 morceaux. Il y a 9792 ans, plus les 2000 ans d'aujourd'hui, ça fait environ 12 000 ans.
Nous sommes pratiquement... Donc la prochaine révolution, c'est dans maintenant alors. Dans 12 000 ans à peu près. La Terre est déjà en train de basculer. C'est ce qui provoque les dérèglements climatiques. On accuse parfois les entreprises que c'est la pollution. La pollution n'a rien à y voir. C'est une rotation de la Terre qui se fait tous les 25 920 ans. Et cela s'est produit pour la dernière fois la nuit où Osiris est mort, où Seth l'a découpé en 14 morceaux. Et où Isis, sa femme et sa sœur en même temps, avec Nebet, avec Thoth, le dieu Thoth qui a inventé l'écriture. C'est lui qui est l'inventeur de l'écriture, c'est-à-dire des hiéroglyphes. Est-ce que à t'entendre parler, développer ce sujet, c'est comme si Osiris, c'est vraiment, comment dirais-je, ce n'est pas qu'un personnage mythique, ce n'est pas qu'une légende. C'est un homme. C'est un homme qui a vécu en chair et en os. Oui, il a vécu en chair et en os, il s'est marié, il a eu... Osiris a épousé sa sœur jumelle, qui sont venus après Seth. Bon. Et ils ont donné naissance à un enfant. Bon. Alors, il y a une polémique. Tantôt, Osiris et Isis ont donné Horus, qui est représenté aujourd'hui comme le Jésus des chrétiens. Bon, on ne veut pas dire toutes les vérités aux gens. Bon. Isis est caché au Vatican, dans des coffres forts. On l'appelle la Vierge Noire. Mais Isis n'a jamais dit qu'elle était vierge. Elle s'est mariée normalement. Par contre, la mère d'Isis a eu un enfant par la volonté divine au pied d'un arbre qu'on appelle le sycomore, où Ta lui a dit « Je mets mon enfant dans ton ventre ». Il vient en mission pour préparer le grand événement du tsunami qui va arriver et qui va modifier complètement la surface de la Terre. Cet enfant naîtra prématuré. Le nombre de jours a été donné et ça a été respecté à sa naissance. Et c'est lui qu'on a appelé Ouser. C'est ce Ouser que les Grecs ont déformé en Osiris. Il a vécu et on l'a ressuscité. Le premier ressuscité des morts. On l'a ressuscité sur les rives du Maroc, à Tamana, dans un petit village frontière entre le Maroc et l'Algérie. Ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. C'est là-bas où Isis c'est Isis qui l'avait ressuscité. Il y avait Isis, il y avait Nebet, il y avait Thoth, qui ont pratiqué la haute magie. Si le mot fait peur, ça ne fait rien. Ils ont pratiqué la haute magie et ils l'ont ressuscité. Et il a fait le chemin des côtes du Maroc jusque là où il y avait le symbole qui devait montrer à tout le monde le lieu de rendez-vous de la terre promise. Même si on va nous parler encore dans la Bible de la terre promise, ce n'est qu'une photocopie. La terre promise, c'était à la vallée du Nil où on a fait le premier sphinx, le tout premier, qui était le point de repère où tous ceux qui voguaient dans les mers, partout, devaient trouver que c'est là que Ptah a demandé d'aller reconstituer la nouvelle terre. Voyez-vous? Donc, tout ça, ça existait et les preuves sont tangibles, puisque ce tsunami, c'est qui ça encore? Ce tsunami, nous avons à Boya, chez les Bakossi, les gens qui racontent encore cette histoire, chez nous, au pied du mont Cameroun, qui sont encore les transmetteurs de cette information. Ils l'ont donné à un juif qu'on appelait Abel Sulusman, qui a écrit beaucoup de livres, en 1932. Et on lui a dit, ne parle pas encore de ça parce que le monde n'est pas encore prêt à connaître cette vérité. Et comme on dit quelque chose à un blanc en Afrique, il tremble comme ça, il est pressé d'aller raconter ce qu'on lui a dit. Il est arrivé à Paris, il a commencé à écrire Moïse l'Égyptien. Vous avez entendu le titre. D'accord. Moïse l'Égyptien. Il a fait toute une liste d'ouvrages. Il a écrit
Le grand cataclysme. Le grand cataclysme. Il a écrit, il y a un titre très important là, c'est là où il parle même de sa mission de Abuya, chez les Bakossi, la grande hypothèse. La grande hypothèse. Donc, il a écrit beaucoup de choses. Et le mont Cameroun lui-même est une preuve de ce grand tsunami, puisqu'il avait 10 000 mètres de hauteur avant le tsunami. Et il s'est enfoncé dans la mer en donnant naissance à l'île de Sao Tomé, qui est à côté de nous, là. La Guinée équatoriale, cette île-là. C'est la descente du mont Cameroun qu'on appelait le char de Dieu, qui a fait émerger la terre. Les Grecs l'appelaient Théon. Comment ils l'appelaient déjà les Grecs? Le mont Cameroun. Théon Okema ou un truc comme ça. Attends, je vais regarder ça, je mettrai le mot sur la. Donc, les gens. Théon Okema ou un Théon Okema, char de Dieu en char français. de Dieu, ouais. Et quand vous arrivez à Buea, ce n'est pas que les gens racontent des histoires. Vous arrivez la ville de Buea, vous avez un côté qui descend d'aplomb dans la mer. C'est une preuve. Et l'autre côté, il y a la ville. La ville est d'un côté, vous ne pouvez pas aller de l'autre côté. S'il n'y avait pas des arbres, tu glisses là, tu te retrouves au fond de l'océan Atlantique. D'accord. Ça descend tout droit. C'est une preuve. L'île de Sao Tomé est une preuve. Il y avait une île vers la Namibie qui s'est également noyée, qu'on appelait Gondwana. Gondwana. Voilà. Dans la Namibie, parce qu'il y avait beaucoup d'or dans cette île. Donc, ce sont des preuves qui existent. Ce n'est pas qu'on nous raconte, Osiris a été réveillé ici au Maroc. Après, il a gouverné dans l'Égypte. Lorsque Cambuse est venu profaner sa tombe, on a maudit Cambuse qui sera mangé par les charognards. Et cela s'est produit. Son sarcophage est ici, au Louvre. J'ai été voir son sarcophage, qui est là au Louvre. Il n'est jamais reparti en Égypte. Et voilà à la place de la Concorde. Vous avez l'obélisque. L'obélisque qui est là. Est-ce qu'ils l'ont rendu? Il y en a à Washington, il y en a à Moscou. Ils l'ont pillé. Mais il y en a qui les rendent. Par exemple, l'obélisque qui était en Italie, il est reparti. Bon, mais tant mieux. Mais ils vont rendre ça à qui? Ceux qui sont dans l'Égypte actuelle, ce ne sont pas ces Égyptiens qui étaient là. C'est les Arabes qui sont venus avec la conquête arabe pour occuper le lieu. On appelle ça d'ailleurs République arabe unie. C'est pas les Africains. Bon. Enfin, mais les Coptes, eux, ce sont des... Les Coptes, ils sont là comme des esclaves. Ce sont des métis, les Coptes. Oui, les Coptes, ce sont nos descendants qui sont restés là. Et on les considère comme des esclaves. On n'en parle même pas. En Tunisie, il y a des Noirs. Mais on ne les considère pas. Quand on te parlait du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, on a le sentiment que c'est les populations blanches qui sont là à 100%. Et pourtant, ils ont trouvé des Noirs qui vivaient là. Mais d'aucuns disent que ce sont des Noirs plutôt de fruits de l'esclavage, de la traite des esclaves. Tout est mélangé. Nous sommes tous des esclaves. Donc il y a des vrais autochtones noirs et il y a aussi les descendants des esclaves. Un peuple ne peut pas immigrer comme ça entièrement sans que certains restent sur place. Ce n'est pas possible. D'accord. Alors, les Arabes qui sont là, on va essayer de parler. Ils sont venus d'Arabie avec les conquêtes de l'islam. Oui. Parlons maintenant, parce que c'est bien de parler de l'histoire, mais parlons maintenant de la Renaissance africaine.
comment entrevois-tu le futur de l'Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui, la question de l'identité, évidemment, tu as déjà commencé à l'aborder, hein, parce que à travers justement la polémique de Koukala, on a presque abordé le sujet, mais la renaissance africaine, c'est quoi? Le panafricanisme, c'est quoi? Avant de terminer, je terminerai à nouveau sur l'Égypte, le lien entre Israël et l'Égypte, mais parle-nous rapidement de la renaissance africaine, du panafricanisme, du futur de l'Afrique, tel que tu le vois, toi, à 85 ans. La renaissance de l'Afrique est une nécessité, et elle est même en marche. Elle est en marche, étant donné que lorsque, dans les années... C'est bon. La renaissance africaine, elle est obligatoire. Un peuple renaît parce qu'il a existé. Sinon, ce n'est pas une renaissance. Donc, si l'Afrique a existé dans le temps, et que pendant des milliers d'années ou des siècles, on l'a oublié, mais tout est cyclique sur la Terre, dans le monde. Et rien n'est figé. Rien n'est figé. Donc, il n'y a pas de raison que l'Afrique ne renaisse pas. Puisque elle a été transmise de génération en génération à travers les naissances. On a beau exterminer la population africaine avec la traite négrière, le pape a donné l'ordre au roi du Portugal au XVe siècle d'aller faire des Africains des esclaves pour l'éternité. Bon, où en sommes-nous aujourd'hui? Déjà, vers les années 1910, on comptait combien de millions d'Africains? On n'atteignait pas 500 millions, même pas 300 millions. Mais aujourd'hui, l'Afrique est déjà à environ 1,2 milliard. Donc, ils nous ont battus. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. On a beau amener le Covid pour exterminer la population africaine. Au contraire, la démographie n'a fait qu'augmenter. Donc, la renaissance africaine, elle est en marche et elle sera glorieuse. Qu'on le veuille ou pas, elle va encore dominer le monde pendant plus de 10 000 ans, plus que l'ancienne Égypte. Est-ce que cette renaissance africaine doit se faire contre les autres continents, ou c'est une renaissance qui va plutôt emmener aussi, entraîner les autres continents vers justement les sommets? Je pose la question parce que Degré pourrait peut-être penser que la renaissance africaine, c'est la revanche de l'Afrique. Nous ne renaissons pas pour venger. Nous sommes les héritiers de la Mahat. La Mahat, le principe de vérité et de justice. Nous avions une divinité qu'on appelait Mahat. Et ce principe est toujours vivant. Mahat agit encore jusqu'à présent, mais on l'a ignoré. Bon. De même que Osiris, on le croit mort, mais Osiris, il nous parle. Pour nous, les morts ne sont pas morts. Isis n'est pas morte. Isis est survivante. Moi, j'appelle tous mes ancêtres des survivants parce que je vis avec eux. Pour moi, ils sont des survivants. Et moi, je suis vivant. Et un moment va arriver où je vais passer par de l'autre côté, par le trou qui est ici, pour être de l'autre côté. Mais cela ne veut pas dire alors, que le trou qui est ici, alors ça c'est quoi rapidement pour le présenter? Je sais quoi, hein, mais pour éclairer ceux qui nous suivent. Pour éclairer ceux qui nous suivent, ceci, on l'a appelé Ankh. C'est pas la croix des chrétiens. C'est pas les chrétiens. Même si j'ai acheté ça chez les catholiques. C'est pour montrer que c'est-à-dire, ils méprisent les choses qui viennent de l'Afrique, de l'Égypte, et en même temps, ils les utilisent. C'est dans une librairie catholique, ici à Paris, à Saint-Sulpice, que j'ai trouvé ça.
tout ça, hein, et j'ai acheté. Hein. Vous voyez? Bon, elle revient de plus en plus en vogue. On l'a appelée la croix de vie. Croix de vie parce que, je m'excuse de ce que je vais dire, mais elle représente le sexe féminin et le sexe masculin. C'est ça la clé de la vie. C'est une clé. C'est la clé de la vie. Et c'est en même temps le passage entre deux mondes, deux univers, comme un vortex. C'est comme un vortex. Vous passez d'un univers à un autre, en passant par le refuge qui est ici au milieu. Maintenant, on est parti nous fabriquer une autre croix pour tuer les gens, pour crucifier les gens. Nous, on n'est pas des crucificateurs. D'accord, d'accord. Donc, revenons. D'abord, si on reste un peu tranquille et qu'on réfléchit, tout le monde devrait être africain, puisque c'est le berceau de l'humanité. La vie a commencé là. Et les fossiles les plus anciens qu'on peut trouver aujourd'hui sont toujours trouvés en Afrique. On n'a pas encore trouvé ça ailleurs. En conséquence, même si par migration, d'autres sont partis loin, comme l'enfant prodigue qui a pris toutes les richesses de son père, et un jour il reviendra à la source. Un jour il reviendra à la source. Tout le monde est africain. Allez en Amérique, allez en Hollande, allez partout, on trouve que les ancêtres les plus anciens qu'on trouve, c'est des anciens africains. Ce n'est pas parce que le climat a donné à certains une peau plus claire, moins de mélanine, qu'ils ne sont plus africains. Mais être africain, c'est quoi aujourd'hui? Nous avons compartimenté le monde en blocs, des groupes, des peuples, de ceci, ou cela. Là, on ne peut revendiquer être africain que si on aime cette Afrique-là. Si on aime l'Afrique, si on veut la servir, si on veut faire de cette Afrique un bijou qui peut être admiré par tout le monde. C'est ça être africain aujourd'hui. Bientôt les Blancs vont commencer à revenir en Afrique, prendre les nationalités des colonies. Ah bon? Ça va arriver? Ça a déjà commencé. D'accord. Ça a déjà commencé. L'immigration là va même être inversée bientôt. Donc, quand les Européens, par exemple, redoutent le grand remplacement, c'est plutôt une peur injustifiée. C'est une peur injustifiée parce que ils ont la nostalgie de ceux qui croyaient être les maîtres du monde. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et ils ont peur en même temps qu'une vengeance peut arriver parce que eux, vous voyez, il dit tout à l'heure que le monde est perturbé. Et il y a un cycle, quand vous regardez l'ADN, ça tourne comme ça en serpentin. Quand vous regardez le caducée, les deux serpents qui se croisent, c'est comme ça qu'est réellement la vie, la vraie vie. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Ce qui veut dire en clair, dans la tradition africaine, vous épousez une femme aujourd'hui, vous faites un pendant un certain temps. Vous allez mourir, vous allez devenir des survivants, après vous revenez. Et généralement, vous revenez en tant que frères et sœurs, dans la même famille, le plus souvent. Sauf si vous avez décidé de ne plus le faire. Mais c'est ce que veut la règle. C'est pour ça que le caducée, le serpent qui monte là, c'est ce qui nous enseigne. Ça, c'est la tradition profonde. Et quand vous devenez... je rappelle que vous êtes ce qu'on appellerait un initié, hein, du Mbambok. Hein. Et donc, vous êtes plutôt un sachant aussi dans ce domaine-là. Et donc, ce que vous nous dites là, c'est très, très profond. Là. C'est très profond, oui. Et quand vous revenez donc comme frère et sœur, vous allez vous aimer, vous allez jouer ensemble tout, et vous allez vous séparer. Parce que le garçon va épouser une autre femme, la femme va épouser un autre homme. Vous allez partir pendant un certain temps. Vous allez encore vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Alors, mais vous allez faire un mariage idéal. Et pourquoi vous allez vous retrouver? Parce que c'est la loi. C'est la loi de la nature.
Et quand vous allez partir à nouveau, vous allez renaître comme frères et sœurs? Frères et sœurs, oui. Vous allez renaître comme frères et sœurs. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Ça, c'est une loi. C'est vrai que ce n'est pas connu de tout le monde. Mais si vous regardez... mais quand on est polygame, ce qui est très fréquent en Afrique, donc ça veut dire qu'on se marie avec toutes ses sœurs? Vous pouvez les appeler les sœurs, mais il y a un temps qui s'est écoulé. Même dans les villages, on dit, lorsque votre lien généalogique est déjà très très loin. Hein? Par exemple, vous êtes parti dans tel peuple, vous avez tourné, vous revenez, vous pouvez épouser votre frère, il n'y a plus de problème. C'est pas interdit. Nous, les Bakous, on se marie entre nous. Moi, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère sont Bakoko. Donc je suis un Bakoko pur sang. Parce que c'est la mère qui est comme comment on appelle ça? Est-ce que c'est possible, je termine parce que c'est pas bien que je te coupe, va jusqu'au bout de ta pensée. C'est la mère qui donne l'identité? C'est pas que c'est elle qui donne l'identité, mais c'est-à-dire, c'est elle, aujourd'hui, elle peut être mariée en France, à un Français. Bon, la prochaine vie, elle peut se marier à un Africain ou un Polonais. Donc, c'est elles qui sont comme des catalyseurs. Les mamans, les mamans qui distribuent l'énergie à travers le monde. D'accord. Donc ça veut dire que par exemple, moi, je peux renaître et je deviens blanc, c'est ça? Oui, il n'y a pas de problème. Et ma soeur aussi sera donc blanche aussi? Il y a beaucoup de blancs ici qui ont gouverné la France, mais qui étaient des Africains avant. Ah bon? Ah oui, il y en a. Exemple. Vous allez me demander qu'est-ce que j'ai compris. Debré qui a été premier ministre du général de Gaulle, c'était un Africain. Ah bon? Ouais. Qui a été envoyé par les Africains pour qu'ils viennent travailler en sorte que la mainmise de la France sur l'Afrique puisse évoluer vers quelque chose de supportable. Et qu'est-ce qu'il avait fait de Debré justement pour... Oui, il a participé à la rédaction de la 5e République, la Constitution. Son rôle était d'influer dans la rédaction de la Constitution de la 5e République. Malheureusement, il n'a pas tout à fait son travail. Et il est retourné au Rwanda. Vous allez me demander comment. Bon. Ah, donc il venait du Rwanda? Ce n'est pas qu'il revenait du Rwanda, mais il a été employé là-bas parce que le travail qu'il devait faire, il ne l'a pas fait correctement au moment du génocide. Quand Chirac est mort, moi j'ai rêvé vers 4 heures avant, Chirac sur les rives du Goury, en train de monter en pirogue. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Et c'est que je me suis posé comme question dans mon rêve. Et quand je me réveille, quelque temps après, on annonce qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il est parti faire là? Donc, au Goury, c'est où? Mais à Douala. C'est à Douala. Voilà. Donc, c'est possible que Chirac renaisse en tant que Camerounais. Moi, il a fait peur aux gens au marché de la porte d'Auteuil. Un jour, je suis venu à l'ambassade du Cameroun. J'ai garé ma voiture à côté, il y avait le marché là à la place. Et les gens ont commencé à crier sur moi, nous allons appeler la police tout. Quand je les ai regardés, je leur ai dit, vous savez, tout ce que vous faites là, quand vous allez mourir, vous allez renaître en Afrique et vous allez voir ce que vous... Donc tu as dit, chacun tremblait. Manaba wonda ba bon son mutia wimba